Bonjour à tous, nouvelle vidéo hibou sur un autre grand nom du luxe, Hermès. Donc Hermès, un groupe français qui fait partie du top 10 des grands acteurs mondiaux du luxe, qui a été créé en 1837 par Thierry Hermès, spécialisé à l'origine dans la fabrication des équipements pour les chevaux, donc voilà, des selles ou des harnais par exemple. Donc c'est eux notamment qui ont inspiré, qui continuent beaucoup d'inspirer tous les designs du groupe et notamment le fameux logo. Et ça reste toujours un groupe familial indépendant, avec près de 67% du capital du groupe qui est toujours détenu par la famille d'origine. Hermès est un groupe qui est fortement ancré en France, qui représente 76% de la production. C'est assez unique pour une société et dans le secteur du luxe en particulier, c'est également assez unique. Ils sont donc intégrés verticalement, là encore, leur marque de fabrique sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, de l'approvisionnement jusqu'à leur réseau de distribution. Et ils s'appuient donc sur leurs 68 sites de production et de formation en propre, dont 54 en France, une bonne majorité donc. Ils ont également donc 7000 artisans, ça représente 36% des effectifs du groupe, plus d'un tiers, vraiment donc cette forte identité de l'artisanat, très important aussi dans l'ADN Hermès, et un réseau de distribution de 300 magasins qui sont donc principalement en direct et qui complètent avec de l'e-commerce. La marque est également présente avec ses montres, ses parfums, sa gamme dans l'art de la table, etc., dans des réseaux de magasins spécialisés. Et donc voilà, au global, ils offrent un très large portefeuille de produits de luxe qui sont distribués dans 45 pays dans le monde. Ils ont 6 métiers principaux. Le premier, c'est la maroquinerie-sellerie, qui représente 41% des ventes du groupe en 2023. Et donc c'est vraiment le métier d'origine d'Hermès et qui comprend aujourd'hui les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, l'ensemble des objets et des vêtements d'équitation. Et pour répondre à une demande qui est toujours soutenue, Hermès va vraiment étoffer chaque année son réseau de sites de fabrication afin de renforcer ses pôles de production. Et donc 5 nouveaux projets de sites sont actuellement en préparation pour les prochaines années. Les vêtements et l'accessoire, c'est la deuxième grande activité du groupe pour 29% des ventes en 2023. Et donc ça comprend le prêt-à-porter femmes, hommes, les accessoires de mode, donc ça va être la bijouterie fantaisie, les chapeaux, les gants, l'internet des objets en collaboration avec Apple, mais également les chaussures sous la houlette du créateur Pierre Hardy. Troisième activité, la soie et les textiles pour 7% des ventes en 2023 et ça va comprendre la soie masculine et la soie féminine et notamment les célèbres carrés Hermès. Après, on a donc les autres métiers d'Hermès qui viennent contribuer à hauteur de 12% aux ventes avec donc la bijouterie, l'art de vivre, les arts de la table Hermès, etc. On a également le parfum et la beauté pour 4% des ventes. À noter que l'activité beauté est toute récente, elle a été lancée en 2020 et elle connaît une forte croissance depuis lors. Donc il est probable que sa part dans les ventes vienne à augmenter dans les années à venir. On a également l'horlogerie pour 5% des ventes. Là encore, c'est une activité qui est relativement récente, ça a été lancé en 1978 par Hermès et ils sont devenus en moins d'un demi-siècle un horloger reconnu. Ils fabriquent aujourd'hui en interne la quasi-totalité de leurs montres, de leurs mouvements de manufacture et de leurs composants. La distribution se fait essentiellement dans les magasins Hermès et la part réalisée par des magasins multimarques externes est de plus en plus réduite parce qu'ils ont vraiment tendance à se recentrer sur leur marque, leur distribution exclusive. Autre point très particulier de Hermès. Enfin, pour 2% des ventes du groupe, donc une contribution un peu marginale mais qui vaut quand même la peine d'être soulignée puisque ce sont les seuls produits qui ne sont pas sous la marque Hermès, donc moins de 2% des ventes, très très minoritaire. On peut citer les cristalleries Saint-Louis, l'orfèvrerie Puyforca, le bottier John Lobb, les activités de textile et tannerie et cuir précieux qui travaillent au service des différents métiers du groupe, Hermès Horizon qui a proposé à ses clients la création et la fabrication d'objets sur mesure exclusifs et d'autres activités. Enfin, Hermès a pris au fil du temps des participations dans des activités assez variées. On peut citer la maison Pierre Hardy, Pierre Hardy étant aussi le styliste qui désigne les chaussures Hermès, on en a parlé tout à l'heure. Perrin et Fils, donc là c'est du tissage qui va de la lingerie féminine au tissu d'ameublement, le prêt-à-porter et les accessoires. On a la manufacture horlogère suisse Vaucher ou encore Bettina. Bettina qui est spécialisée dans le twilen. C'est un mariage unique de la maille et de la soie. Donc voilà, un type de tissu très particulier. Voilà donc pour les activités, on l'a vu, très larges du groupe Hermès. Ce qu'il faut en retenir, c'est que plus de 98% du chiffre d'affaires se fait tout de même sous la marque Hermès. Voilà, donc vraiment un groupe très très fort de par sa marque et avec un modèle assez unique quand on compare à des LVMH ou à des Kering qui pour le coup misent sur la variété de leur maison. Si on regarde maintenant sur le plan géographique,
L'Asie-Pacifique est la première région du groupe. Elle représentait en 2023 57% des ventes d'Hermès et le Japon seul 10%, suivi par l'Europe avec 22% du chiffre d'affaires, la France seule 9%, le pays historique du groupe, les Amériques à hauteur de 19% et les autres zones à hauteur de 2%. Sur le plan opérationnel, on observe que la zone Asie-Pacifique affiche, alors là on a que les chiffres de 2022, pas encore ceux de 2023 parce que le rapport annuel détaillé n'est pas encore sorti, mais en 2022 on a en Asie-Pacifique une rentabilité à 47%, très élevée, versus 40% pour le Japon, 39% pour la France, 34% pour les Amériques et 28% pour l'Europe hors France. Donc des rentabilités qui sont assez élevées également, mais moins élevées que la zone Asie-Pacifique. En termes de contribution, ça veut donc dire que la zone Asie-Pacifique représente 65% du résultat opérationnel du groupe, suivi par l'Europe avec 18%, les Amériques avec un peu moins de 16% et les autres zones à hauteur de 1%. Donc voilà, il faut quand même le garder en tête, c'est beaucoup l'Asie qui va contribuer aux bénéfices d'Hermès. Ils ont eu certes une diversification géographique qui est mondiale, mais une très forte exposition au marché asiatique qui va au-delà de cette part du chiffre d'affaires qu'on a affiché. C'est vraiment le fruit d'une stratégie déterminée de la part du groupe, comme tant d'autres d'ailleurs, avec vraiment beaucoup d'implantation de nouveaux magasins, de rénovation et d'agrandissement de magasins déjà existants, avec un chiffre qui est assez significatif. L'Asie hors Japon en 2007 c'était 17% des ventes et aujourd'hui c'est 47%. Donc voilà, ils sont vraiment montés en puissance dans la région, ce qui représente aussi bien une opportunité de dynamisme à long terme qu'un petit risque à plus court terme, de manière plus conjoncturelle, disons. La France, on l'a vu, représente encore 9% des ventes du groupe, mais il y a quand même, il faut le signaler, une partie assez significative des ventes en local qui provient des ventes aux touristes asiatiques également. Et à ce titre, l'accélération actuelle du développement dans la zone Amérique, on voit que ça monte un peu en puissance. Ça a notamment pour objectif de réduire le poids de l'Asie dans la génération des bénéfices et des ventes du groupe. Si on regarde maintenant l'évolution du chiffre d'affaires sur 10 ans, en 2023, on a dépassé les 13 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 3 en 10 ans, avec un taux de croissance annuel moyen très significatif de plus 13,6% par an, surperformant le marché mondial du luxe qui est à 5-6% par an en moyenne, et surperformant également ses grands concurrents comme le géant LVMH, qui a fait plus 11,5% par an sur la même période, ce qui est déjà très bien. Surperformant également Kering, qui est aux alentours de 8% par an, et Chanel, un acteur un peu similaire, parce que bon, LVMH, c'est plus de 6 fois la taille d'Hermès, Chanel, c'est une taille à peu près similaire, et ils ne sont que, même si c'est très élevé, à plus 12% par an de croissance en moyenne. Le groupe n'a connu qu'une seule année de repli de ses ventes, de moins 7,2% en 2020, donc suite à la crise sanitaire, surcompensé l'année d'après par des ventes exceptionnelles en 2021, donc plus 41% de croissance des ventes en 2021, c'est assez exceptionnel, et 2022, cette croissance exceptionnelle s'est continuée, plus 29%. Et là où il diffère un peu des autres, c'est qu'en 2023, la croissance a certes ralenti, mais elle reste à plus 16%, ce qui est énorme. Elle reste à 2 chiffres, alors que LVMH, l'autre modèle du genre, est seulement à plus 9% de croissance en 2023. Donc il y a vraiment un côté vraiment très unique dans la performance de Hermès dans son secteur du luxe. Si on regarde sur le plan opérationnel, au cours des 10 dernières années, la valeur ajoutée a suivi la croissance des ventes à peu près à la virgule près, et elle se situe au global à 90% des ventes en moyenne. C'est un niveau qui est là encore très élevé comparé aux autres acteurs du secteur, c'est vraiment l'unicité de Hermès. On est à 66% pour LVMH, 68% pour Kering et donc 90% pour Hermès. Et c'est lié toujours à cette forte intégration verticale du groupe, avec donc cette production qui est internalisée à 55%. En ce qui concerne les frais internes, ils sont quant à eux très bien tenus et ils progressent moins rapidement que les ventes et que la valeur ajoutée donc sur la période. Parmi eux, on peut citer les frais de personnel qui sont à peu près à 18% de la valeur ajoutée. Là encore, si on regarde chez LVMH, on est plutôt aux alentours de 23%, avec donc une valeur ajoutée par employé qui va être sensiblement plus élevée qu'un LVMH ou un Kering. Là encore, c'est lié au fait que c'est internalisé. Si on regarde, la valeur ajoutée par employé chez Hermès, elle est à plus de 500 000 euros par employé. Chaque employé va générer plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est assez colossal quand on y pense, surtout qu'on a plus d'un tiers d'artisans. Alors que chez LVMH, on va être à 275 000 euros ou chez Kering 322 000 euros. Voilà, donc une conséquence de la très forte intégration du groupe, on en a déjà parlé, avec donc des artisans qui représentent plus d'un tiers des effectifs, et c'est vraiment un avantage concurrentiel de taille pour Hermès et sur laquelle leur stratégie se fonde. Du fait de la bonne tenue des différents postes de coûts que l'on vient d'évoquer, la rentabilité opérationnelle progresse fortement sur les 10 dernières années, avec donc une rentabilité opérationnelle courante qui va passer de 31,1% à 2014 à au-delà des 40% en 2023.
2023. Là encore bien au-dessus des performances similaires de Kering et LVMH. Et ça vient donc vraiment attester de la pertinence de cette stratégie unique et de ce modèle très particulier monomarque du groupe Hermès. Alors cette exploitation magnifique dont vous a parlé Marie, elle se traduit dans le bilan. Si vous regardez, vous avez le bilan ici, et vous voyez que, notez plusieurs choses tout de suite, c'est que d'abord, si vous prenez ce bilan, il augmente assez significativement. Vous voyez, il passe de 17,5 milliards à 20,5 milliards en un an. Voilà, c'est une progression assez considérable. Et au sein de ce bilan, si vous prenez l'actif, eh bien, vous avez le plus gros poste, c'est ce qui est en orange clair, c'est 15,2 milliards, c'est les fonds propres. C'est assez rare, si vous voulez, d'avoir une société où vous avez 15 sur 25 en fonds propres par rapport à la totalité du bilan. Et si vous regardez à l'actif, eh bien, le principal poste, c'est la trésorerie. Voilà. Ça veut dire, ce qui génère du cash, qui génère énormément de cash, et qui quasiment l'accumule, quoi. Voilà, on se croirait d'une société de haute technologie. C'est absolument magnifique. Alors, parallèlement à ça, il faut que vous sachiez quand même que la capitalisation boursière, c'est 240 milliards d'euros. Donc c'est c'est 12 fois, pour faire simple, c'est 12 fois le bilan. C'est assez rare d'avoir une société qui capitalise 12 fois le bilan. Alors on pourrait presque dire que cette différence entre 240 milliards et 20 milliards, c'est ce qu'on pourrait appeler un goodwill, une survaleur. Et vous savez ce que dit Warren Buffett? Il dit la vraie valeur d'une entreprise, c'est son goodwill. Parce que c'est de l'immatériel. Et l'immatériel a beaucoup plus de valeur que le matériel. Si vous avez du matériel, une usine, elle s'amortit, elle se détériore. Tandis que l'immatériel, c'est-à-dire la marque, le savoir-faire, la renommée, voilà. Tout ça, ça ne se dévalorise pas si c'est bien géré dans le temps. Au contraire, ça peut augmenter. C'est la vraie valeur de la société. Alors, évidemment, ça se traduit bien pour l'actionnaire, parce que c'est une société qui est à la fois très prudente, mais très attentive à son actionnaire. Vous voyez, il y a des dividendes qui n'arrêtent pas de progresser, qui sont en exponentiel au cours des 3 dernières années, plus des dividendes exceptionnels. Vous en avez eu en 2014, en 2017, en 2023. Alors, quels sont les drivers à la hausse de cette société? Eh bien, le premier driver, c'est la croissance de l'activité économique globale sur la longue route. Et c'est-à-dire que forcément, avec la croissance économique, eh bien, il y a des gens qui s'enrichissent. Et c'est particulièrement vrai dans les pays émergents où, au fur et à mesure de l'émergence, vous avez des fortunes qui se créent, puis la montée d'une classe moyenne, et en haut de cette classe moyenne, une classe moyenne premium, qui est capable, qui est en mesure, en termes de niveau de vie, d'acheter des produits Hermès. Et aujourd'hui, on considère, si vous voulez, qu'il y a à peu près 400 millions de personnes dans le monde qui peuvent acheter des produits de luxe. Les estimations, c'est qu'on va assez rapidement monter à 500 millions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une croissance, si vous voulez. Non seulement l'enrichissement fait que des gens achètent plus de produits de luxe, mais en plus, il y a une croissance du nombre de gens qui peuvent acheter des produits de luxe. Voilà. Et parallèlement à ça, on note dans le luxe un élargissement des tranches d'âge. C'est-à-dire, autrefois, c'était plutôt des gens de plus de 50 ans qui achetaient des produits de luxe. Maintenant, c'est toutes les classes d'âge achètent des produits de luxe. Même les jeunes, ils ont envie d'acheter des produits de luxe. Et puis, c'est la puissance du modèle dont vous a bien parlé Marie. La puissance du modèle Hermès, c'est tout sur l'artisanat. Voilà, c'est très compliqué de créer c'est un savoir-faire parfois ancestral. Voilà, c'est difficile à recréer. Il faut former les gens. C'est une longue formation, artisan par artisan. Il y a des ateliers où on se transmet un savoir-faire. Et puis tout ça avec une monomarque. Ouais, c'est le contraire de ce que tous les manuels d'économie, de stratégie auraient pu dire. Voilà. Prenez moins de risques, il y a plusieurs marques. Non, une monomarque, Hermès. Voilà. Et ça, c'est un modèle très fort. Alors, il y a tout des drivers à la baisse. Évidemment, Marie vous a dit, il y a 65% à peu près du bénéfice qui est réalisé en Asie. Bon, essentiellement en Chine. Et évidemment, s'il y a une baisse de la croissance en Chine, ça peut peser. Et puis, il peut y avoir des mesures politiques, comme on a interdit des ventes d'alcool, tout à coup le pouvoir communiste peut dire là on en a assez du luxe, on va surtaxer le luxe. Voilà. Ça, faut faire attention à ça pour toutes les valeurs de luxe et notamment pour Hermès. Et puis il y a la hausse de l'euro. Bon, c'est pas vraiment un risque. C'est vrai que Hermès produit essentiellement en France et en Europe, et que donc il est sensible à une hausse de l'euro, mais il a un tel pricing power que c'est moins un risque. Enfin voilà, il y a tout de même des drivers à la baisse. Alors, quelles sont les prévisions des analystes? Les analystes disent on est à 54 fois 2024, 49 fois 2025. On est très cher. Il n'y a que 0,7% de rendement.
attendu en 2024, 0,8% attendu en 2025, bien que la société distribue des dividendes en forte augmentation. Le PER moyen historique est à 37, vous voyez, très inférieur au PER actuel. On a eu tout de même une progression moyenne annuelle du bénéfice au cours des 10 dernières années de 17% par an. Voilà, c'est considérable. Et on attend donc, normalement, on peut attendre une progression des bénéfices de plus de 15%, peut-être même 17% par an dans les prochaines années. Et donc, comme en plus on a un rendement de 0,7%, on peut se dire on va avoir 18% de performance sur ce titre à PER constant. Mais comme le PER est très au-dessus du PER historique, alors évidemment, il y a un effet de notoriété, Hermès a bluffé tout le monde avec les chiffres qu'il a sortis malgré les crises. Donc peut-être que le PER actuel est soutenable, mais on peut aussi envisager qu'il revienne vers le PER historique et donc il y a une décrue de la valorisation de l'action au niveau du PER, compensée par la hausse des bénéfices. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà la droite de régression. Et ben voilà, qu'est-ce que dit la droite de régression? La droite dit, si on revient sur la droite de régression dans 5 ans, on va tout de même faire 12,6% de performance par an. Oui, c'est très important. Et si on revient sur la droite de régression dans 10 ans, on fera plus de 16% de performance par an. C'est considérable avec un niveau de sécurité et de qualité exceptionnel. Alors tout de même, on va noter 2 choses. La première, c'est que la pente de la droite de régression, c'est 20,4%. Vous vous souvenez que la croissance des bénéfices, c'est 17%. Donc la pente de la droite de régression est significativement plus forte que la croissance des bénéfices. Ça veut dire qu'il y a eu une revalorisation du PER. Il était à 37 historiquement, on est à 54. On la voit bien, cette revalorisation. On ne peut pas monter indéfiniment à la revalorisation du PER. Donc probablement que la pente de la droite de régression est un peu trop forte. Deuxième élément, on est tout de même à plus de 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. Or, si vous regardez le graphique depuis 20 ans, Hermès est régulièrement allé à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression et à chaque fois, il est revenu en arrière, il est même redescendu à 2 écarts types en dessous. Pourtant, ça a toujours été la même superbe société avec les mêmes superbes perspectives. Donc, on peut dire qu'on est dans un moment probablement de surévaluation boursière. Donc, en fondamental, on peut dire qu'il faut garder ce titre à long terme. Sur le plan boursier, on peut se dire normalement il faudrait tout de même le vendre, avec pour objectif de le racheter quand il va retendre vers sa droite de régression, voire en dessous. Puisque régulièrement il va en dessous, par définition, un titre est quasiment autant de temps au-dessus qu'en dessous de sa droite de régression. Et très rarement au-dessus de 2 écarts types, et c'est bien ce qu'on voit dans Hermès. Donc notre conseil, c'est, si vous êtes un investisseur très long terme, vous pouvez garder l'action. Si vous êtes s'il est plus affiné vos investissements, il faut vendre Hermès aujourd'hui avec pour objectif de le racheter quand il descendra en dessous de sa droite de régression. Voilà. J'espère que ce point que nous avons fait avec Marie sur une des plus belles sociétés du monde vous a été utile et à très bientôt avec l'équipe Hibou.